Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le Frustyle, l'émission mensuelle de Frustration Magazine où on parlera de rap et de politique. On va traiter des sujets politiques à travers le rap et chaque mois on recevra un invité. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un rappeur que j'aime beaucoup et avec qui on va parler de la double identité. Est-ce qu'on est sorti de la merde? Mais elle, est-ce qu'on l'a fait? Mais elle, c'est fini les problèmes, mais elle. Danil, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode. Merci à toi de m'avoir invité. Et on est avec Tata Drapi, streameuse, créatrice de contenu, qui nous fait le plaisir d'être là aussi et qui sera là très souvent. Hello, merci pour l'invitation, le sens. Danil, tu as annoncé ton nouvel album qui s'appelle Zmig. Pourquoi ? Pourquoi ? Très bonne question. En fait, c'est Zmig de base, pour ceux qui connaissent ce mot. Déjà, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, c'est ce que j'ai appris en appelant mon album comme ça. Mais c'est une insulte en vrai, tu vois. C'est un truc qu'on va te dire quand tu es un peu un rebeu déraciné, un rebeu de France. On va dire que tu reviens au bled, on va dire « Ah, mais lui, c'est un Zmig ». C'est la contraction de Zmigli. Et de base, je trouvais ça un petit peu honteux, tu vois, quand on m'appelait comme ça. La première fois qu'on me l'a dit, j'ai pas trouvé ça honteux, je trouvais ça stylé, je trouvais le mot cool. Ouais. Au final, j'étais petit, après, mes cousins m'ont dit t'es un ouf, il vient. Mais après, avec le temps, je me suis dit, mais en vrai, cette insulte, qui dit un rebeu de France, en vrai, c'est ce que je suis, tu vois. Donc, au lieu de voir ça comme une insulte, et moi, je trouvais le mot beau de base, donc je me suis dit, je vais me le réapproprier et le porter fièrement et appeler mon album comme ça. Parce que mon album, c'est un peu justement la conséquence de ce que je suis, tu vois. C'est un peu un mélange de mes cultures, de mes influences, même de mes questionnements sociaux, où je suis, qui je suis, où je vais, tu vois. Et du coup, c'était bien pour appeler mon premier album. Tu peux nous raconter un peu ça, justement, cette identité que tu t'es forgée, parce que tu en parles beaucoup dans tes sons, sur le fait de ne pas être à l'aise 100%. T'es pas 100% chez toi en Algérie ni en France. Et moi, je ressens à peu près le même truc. Je pense qu'on est beaucoup d'enfants d'immigrés à avoir cette sensation d'être ni chez soi en France, ni chez soi au bled, et d'avoir cette un peu double d'identité, cette dualité un peu. Et je trouve que tu as plein de sons où on l'entend. Tu sais, tu as le son Bledi Mon Amour, où tu parles de ton amour pour l'Algérie. Quand j'écoute du Malou, du Chabi, quand j'écoute 113 ou chez Mamie, quand le mariage dure 48 heures, quand je t'appelle mon con à ma longueur. T'as le son Brouillon qui a notamment beaucoup marché sur les plateformes et tout, où t'as ce truc de dire j'ai une dualité, mais où est ma maison, tu vois. Même quand j'avais rien fait, j'avais peur de monsieur l'agent qui m'a dit dans les yeux qu'il voulait que je quitte la France, me renvoyer au bled alors je parle même pas la langue. Comment t'as compris aussi que t'avais cette double identité-là? Tu vois, sur Brouillon, tu vois, Bledi, c'est un peu différent. C'est vraiment le point de vue d'un enfant qui va en Algérie pour les vacances. Et du coup, j'ai une vision archi édulcorée de l'Algérie. Tu vois, genre, j'ai que les bons côtés parce que moi, j'ai pas passé mon enfance là-bas. Tu vois, je faisais des allers-retours, j'y allais 2 fois par an. Mais forcément, c'est une vision un peu tronquée, tu vois, par rapport à quelqu'un qui aurait grandi là-bas. Et pour Brouillon, je voulais vraiment avoir un son qui retranscrit cette espèce de honte, mais d'enfance. Tu vois, le fait de pas savoir où t'appartiens. Aujourd'hui, en vrai, je me sens à l'aise en France et je me sens à l'aise en Algérie, tu vois, à 100%. C'est juste que quand j'ai grandi dans ma construction, j'étais un peu perdu, un peu tiraillé entre les deux, tu vois. J'ai plusieurs phases. J'ai la phase en mode un peu rejet de la culture algérienne. J'ai la phase un peu, justement, trop, non, moi je suis qu'algérien, je suis pas français, tu vois. Et je trouvais ça intéressant d'en parler dans un son et que toutes les choses un peu honteuses qui ont pu passer par ma tête, au lieu de les cacher et d'en parler qu'en interview, je me suis dit, je vais les compiler dans un son. Comme ça, s'il y a jamais un petit, il l'écoute et il pense ça à l'instant T, il va se dire, bon, c'est normal, en fait. C'est normal de passer par là pour ensuite, à la fin, embrasser les deux cultures. On a ce truc un peu aussi de se réapproprier les mots qu'utilisent les racistes contre nous, ou les gens qui ne nous comprennent pas. En tout cas, moi, je le vois à mon sens, c'est un vrai retournement de stigmate. Quand on essaye de t'insulter et que tu dis, mais en fait, si à partir du moment où j'accepte l'insulte et que je la considère comme étant quelque chose qui ne va pas me toucher, en fait, tu ne peux plus rien me faire, tu vois. Et totalement. C'est tout un cheminement. Après, nous, on est adultes aussi, mais je trouve ça intéressant quand tu dis qu'il y a eu tout ce truc et que tu as fait ce son aussi pour les plus jeunes générations qui vivent ça et qui le vivent peut-être même plus que nous au vu de l'ampleur du climat actuel, quoi. Totalement. Et je me suis dit, en vrai, le fait de le verbaliser et d'en faire une musique, ça le normalise. Ça met les choses à plat. Et au lieu que ça soit quelque chose d'honteux, peut-être quelqu'un va se dire, ah putain, mais j'ai vécu pareil et j'en avais honte. Et maintenant, en fait, non, si lui il le dit et qu'il en est fier, on peut en être fier aussi. En fait, ça fait partie de notre construction, le fait de... Enfin, c'est logique quand tu te construis déjà, même en tant qu'enfant, normalement, t'es un peu perdu, t'es un peu tiraillé entre, il faut que je plaise à l'école, en même temps que je plaise à la maison. Mais encore, quand t'as une double identité, double culture, c'est encore une strate en plus à rajouter. Donc, je pense que tout est normal. Genre... tu disais d'ailleurs
que dans un morceau que ton père voulait pas t'apprendre l'arabe, justement. Ouais, pour, mais ça, c'est pas vrai par rapport à moi. Ouais. Tu vois. En fait, c'est un témoignage de. Oui, parce que j'allais te tu dire, vois, parce qu'il y a plein de gens, moi, qui m'ont dit ça. Ouais. Et même en Tunisie, moi, j'ai grandi en Tunisie, et vraiment, on te biberonne au français dès que t'es jeune, parce que justement, c'est le côté. L'arabe, on s'en fout. Quoi. C'est pas ça qui va t'emmener. Totalement. Et moi, j'ai même vu des trucs, des darons qui disent à leurs enfants traîne pas trop avec les rebeux, tu vois. C'est bon, on a déjà assez à la maison. Fais-toi des amis avec Charles, fais-toi des amis avec Clément, tu vois, justement pour ne ramène pas des problèmes à la maison. Tu vois. Est-ce qu'on a pas nous développé des biais notre communauté, on a été influencé par des biais racistes aussi, tu vois. Bah, je pense. Hein. Je pense que oui, parce que moi, je sais que par exemple, ma mère, elle voulait absolument m'apprendre l'arabe, et moi, j'étais en mode ah non, tu sais, dans le rejet, en mode parce que je le voyais en mode, tu sais, c'est l'école, c'est les cours, c'est un truc que tu me donnes en plus, et j'avais absolument pas envie, tu vois, d'apprendre l'arabe, et maintenant, je le regrette, tu vois, parce que je me dis, j'ai quand même délaissé tout un pan de ma culture. Parce que bah, j'avais un espèce de complexe que on te donne, tu sais même pas trop pourquoi, comment et tout. Donc je pense que oui, on développe forcément des biais un peu comme ça, mais que quand tu grandis, tu les déconstruis, quoi. Mais c'est totalement... En fait, c'est la différence. J'ai l'impression qu'on est petit, dès que tu es différent un peu de la masse de ta classe, bah forcément, tu as envie de la cacher. Moi, je sais que mon père, il voulait hyper m'intéresser à la culture rebeu, même sur le rail et tout. Il voulait il me faisait écouter des musiques de rail et tout. Et je me disais, arrête de me saouler avec ça m'intéresse vraiment pas. Je vais pas écouter ça, moi. C'est beau, ça m'a saoulé. Ma mère, c'était pareil. En vrai, elle écoutait Vla le rail et tout. Moi, j'étais en mode, moi, je que du rap. Tu m'as saoulé. C'est exactement pareil. Moi, quand j'étais en Tunisie, je regardais que des chaînes françaises. C'est-à-dire, avec mon père, genre, on regardait On n'est pas couché, des trucs. Tu vois, j'ai jamais regardé la télé tunisienne avant de grandir. Tu vois, genre avant de. C'est dingue. Alors, moi, quand j'étais au Bled, j'avais vraiment ce truc ancré dans la culture maghrébine. Tu vois, genre, il y avait même un truc un peu solennel où, je sais pas, d'un coup, on était plus rebeu, tu vois. Okay. Genre, c'était le temps où, et après, tu reviens en France et... Non, mais non, c'est drôle parce que ça ressemble un peu au côté où on associe l'arabe à forcément... La langue arabe a forcément un truc négatif. Ce qu'on a entendu, déjà, même de la bouche de responsable politique qui disait faut arrêter d'apprendre l'arabe aux gosses, tu vois. Est-ce que tu l'as vécu comme une perte, un peu, de ton identité, de ne pas apprendre l'arabe? Ouais, mais ça a été un complexe quand j'étais plus jeune. Et c'est le fait de... Moi, je comprends un peu, tu vois, parce que mes parents, quand même, ils parlaient rebeu à la maison, mais on m'a pas assis à une table en mode, vas-y, maintenant, on va t'apprendre et tout. Eh ben, on le fait tout de suite. Allez. On va faire l'alphabet, Alif, ok. Non, et mais du coup, ouais, c'était un truc qui me complexait de fou quand j'étais plus petit. Et ça m'a tellement complexé que je l'ai appris. Enfin, j'ai essayé de l'apprendre par moi-même, tu vois, en grandissant après. Genre, même via les chansons, via les textes, via les chansons algériennes et tout. Et c'est un truc que j'ai toujours eu ce reproche que j'ai fait à mes parents. Pourquoi vous m'avez pas appris? Pourquoi vous m'avez pas appris? Je trouve que c'est grave ancré dans ta musique. Même la connotation rail, les inspirations et tout, c'est quand même hyper ancré. Après, je sais pas si tu as toujours fait cette musique-là, mais en tout cas, dans les, tu vois, que ce soit dans Khetma, que ce soit dans Lazmig et tout, c'est vraiment ta patte bien marquée, bien démontrée, tu vois. Bah après, dans le processus de création artistique, genre, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Et c'est quand je me suis senti à l'aise dans quelque chose que j'ai commencé à creuser ce truc-là. Parce que la musique, c'est long, c'est un long processus. Tu vois, j'ai l'impression que tu passes par plein de phases différentes. Et on m'a toujours dit, même dans mes chansons, tu vois, d'avant, genre des trucs que je faisais même sur SoundCloud et tout, qui n'existaient plus aujourd'hui, que j'avais toujours un peu une façon de chanter en mode chanteur de rêve. On m'a toujours dit ça. Et de base, j'étais en mode, non, les gars, vous êtes des racistes. Ça n'a rien à voir. Et au final, j'ai dit, ah ouais, en vrai, d'accord, il y a ce petit truc-là, vas-y. Et après, je me suis plus penché, j'ai commencé. Et au final, j'ai pris ce que j'aimais. Ce que j'aimais moi, je le prends pas. Et je le mélange avec ce que j'aime dans d'autres cultures. En fait, maintenant, je fais juste la musique que j'aime et qui me ressemble. Et ça n'a jamais été un calcul de se dire, il faut que je fasse ça. Parce que, en plus, genre, personne se dirait, je vais faire le calcul d'être rebeu en France et de le revendiquer. Parce que ça va marcher. Non, c'est l'inverse. À perte, franchement, à perte. C'est un calcul qui est à perte et personne ne le ferait, je pense, s'il a Après, bien fait. c'est aussi parce que tu es à l'intersection de plein de choses. Et je trouve que ça se retrouve énormément dans ta musique. Genre le fait, comme on disait, cette dualité un peu, mais aussi cet amour pour la musique, pour les nôtres, ce truc de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis, d'où je viens, où j'avance, qu'est-ce que j'aime pas, le travail aussi, tu vois, genre t'as grave ce truc où tu revendiques le fait de beaucoup travailler pour t'éloigner de tes problèmes et tout, et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas tant d'artistes qui vont parler de ces sujets-là, quoi. Totalement. Bah, moi, je me suis dit, vraiment, pour que ma musique, elle me ressemble le plus, c'est que ça me dérange pas de la réécouter, tu sais, dans 10 ans, faut pas que ça soit faux. Il ne faut pas que ce soit un truc que je force ou que c'est un truc un peu une fable. Il faut que ce soit vraiment ma vie et que j'essaie de la romantiser forcément un petit peu. Tu rajoutes des couleurs, tu le mets en musique, mais j'essaie d'être le plus sincère et le plus authentique possible. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mes sons, plus je suis précis et plus je suis
personnel et je dis un truc que j'oserais pas dire la plupart du temps, au final, c'est là où les gens se reconnaissent le plus. Et dès que je veux être plus générique en me disant, là les gens, ils vont tout comme ça, tout le monde va se reconnaître, le son, il s'en bat les couilles. Tu vois. À perte. Comment le contexte politique t'influence justement dans le process créatif? Parce que, pour le coup, on est dans une phase là de remise en question de la double identité. Il y a une injonction pour les binates, pour ceux qui ont à s'intégrer, à s'assimiler, etc. Comment ça t'impacte, ça? Moi, je suis le produit de ce que je vois, ce que je ressens. Donc forcément, l'actualité, je suis quelqu'un de conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Donc forcément, ça va m'inspirer. Des fois, ça me pousse à faire des trucs assez positifs. Mais des fois, ça te donne une énergie assez négative. C'est des fois dur de créer quand le truc est un peu angoissant. Au final, j'essaie de trouver des réponses à ça. Tu vois, dans l'album, j'ai des sons qui justement traitent de ça, qui sont plus de... Tu vois, quand je fais Brouillon, c'était plus dans mon enfance, de comment j'ai réussi à me construire. Maintenant, il y a d'autres sons où je suis vraiment dans le présent, en mode, c'est une déclaration d'amour assez nuancée à la France cette fois-ci. C'est en mode, moi, je veux bien t'aimer, mais il faut que toi aussi, tu aimes mon retour et que tu m'en montres un peu plus, parce que là, c'est un peu à perte. Des fois, j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts, d'essayer d'être fier d'être français et tout, mais au final, à chaque fois, on va me rappeler, mais attends, mais non, tu peux pas dire ça, toi. Et du coup, il y a dans l'album, je traite un peu de tout ce qui est plus actuel, tout ce qui est plus présent. C'est intéressant ce truc où tu dis que toi, t'aimerais bien aimer la France, mais que t'as l'impression qu'elle te le rend pas spécialement. Ça me fait penser à Diams, à Mélanie maintenant, qui disait dans un de ses sons, la France paiera sa revanche quand elle perdra ses enfants, tu vois. Si c'était mon dernier coup de gueule, j'accuserais la France, celle qui paiera sa répression quand elle perdra ses enfants. Et j'ai l'impression qu'on est tous un peu dans ce truc-là de, en fait, on est fiers d'être français, on aime la France. Contrairement à ce que les racistes peuvent nous dire, on peut parler de Frometon pendant des heures, les gars, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, tu as quand même ce truc de dire, mais j'ai l'impression qu'on ne me laisse pas l'aimer et qu'on ne me laisse pas avoir ma propre identité et mes propres dualités aussi, tu vois. Ouais, c'est pile de ça dont je parle dans le son. Je voulais pas être en mode, oh la France. Enfin, je voulais pas faire un truc assez littéral. Je me suis dit, justement, je vais le passer sous un truc, une déclaration d'amour à une meuf qui s'appelle Marianne. Bon, du coup, c'est assez direct comme lien. Mais justement, je dis à cette Marianne, montre-moi un peu plus ce que tu m'aimes, déjà ça me ferait du bien, et aime-moi tel que je suis sans vouloir forcément me changer, sans vouloir forcément me lisser pour que je ressemble à d'autres. Il y a de plus en plus j'ai l'impression de ce message mais que je trouve intelligent, c'est le fait de dire nous on essaye, mais il y a un refus de la France de nous intégrer à part entière. Et je trouve que c'est bien de retourner comme ça, même rhétoriquement. Et je pense qu'on aime justement tellement la France qu'on n'a pas envie de la laisser aux racistes. Tu vois, c'est aussi ça, c'est aussi ce truc de se dire, mais en fait, nous, on est nés ici, on est aussi nés ici parce que vous étiez là-bas, hein. Il y a toute une histoire coloniale et tout, dont on va pas repasser l'histoire et tout. Mais en fait, on aime tellement la France, on aime tellement cette diversité qu'on n'a pas envie aussi de la laisser aux gens qui n'aiment pas la France, parce que ce qu'ils aiment, c'est un espèce de roman national qui n'existe même pas. Et tu dis, pourquoi je te laisserais, toi, aimer plus la France que moi? On fait un combat maintenant, c'est moi, je gagne. Tu disais que tu te sentais plus étranger en Algérie. Moi, j'aimerais bien qu'on développe là-dessus, parce que l'idée de la maison que tu développes dans Brouillon, tu le cherches encore, où tu as trouvé une sorte d'équilibre qui est ta maison? Ouais, maintenant j'ai 2 maisons, tu vois. Comme des parents divorcés, semaine A, semaine B. j'ai 2 fêtes, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois. En vrai, maintenant, en Algérie, je me sens chez moi. Et en France, je me sens chez moi aussi. Et non, j'ai pas envie de partir en mode belliqueux, mais que quelqu'un vienne me dire que je suis pas chez moi, tu vois, que ce soit en Algérie ou en France. Genre que quelqu'un vienne me le dire, quelqu'un vienne me dire en face, t'es pas algérien ou t'es pas français, tu vois. Mais d'ailleurs, cette phrase-là de l'agent de police qui te dit c'est vraiment arrivé? Ouais, de fou. Parce que du coup, c'est la phrase dans Brouillon où tu dis qu'un agent de police est venu te dire que je quitte la France, c'est ça, t'es pas chez toi. Enfin, même des remarques racistes. Même si je suis pas le mec, j'ai quand même un white passing de fou. Je suis pas le mec le plus cramé qui existe chez les rebeux. Sur nous 3, je pense que ça va. Non, mais il faut aussi avoir conscience de ça, tu vois. Genre, il y a des gens qui subissent beaucoup plus de contrôle aux faciès que moi. Mais il suffit déjà que tu sois avec un groupe de personnes qui sont plus typées, etc. Et que tu sois biaisé d'une certaine façon, et c'est terminé. Si c'est pas toi qui le vis, c'est forcément tes proches aussi. C'est ça, voilà. Dans tous les cas, je me suis dit, tu vois, je me suis posé la question de est-ce que je la posais cette phrase-là, parce qu'il y a des gens qui allaient me le reprocher, en mode genre, toi, tu prends des contrôles aux faciès.
Ah ouais, il y a des gens qui ont douté de ça. J'ai vu là les messages. Bah après, désolé de leur dire, mais t'as quand même un peu une tête d'arabe. C'est ce que j'ai. Bref. Mais du coup, mais je suis pas celui qui en prend le plus, tu vois, forcément. Genre, j'ai des potes, ils prennent juste une voiture avec des vitres teintées noires. Ouais, c'est terminé, tu vois. Ouais. Et à chaque feu rouge, ils vont se faire attraper. Ça me fait rire. On dévie un peu, mais ça me fait rire quand je parle avec des blancs de ça. C'est le fait que pour eux, c'est absolument pas une réalité, le potentiel contrôle. C'est-à-dire que eux, quand ils voient des policiers, ils se disent pas qu'il y a une chance qu'ils les arrêtent. Il y avait, quand j'avais fait une table ronde là, avec Raphaël Arnaud et Swal, je crois que c'est le père d'un enfant qui est décédé suite à des violences policières, il disait qu'en gros, on n'arrêtait pas de lui reprocher pourquoi son enfant s'était pas arrêté, tu vois. Il a dit, moi je vais faire un test, vous allez lever la main ceux qui ont déjà vécu une arrestation arbitraire comme ça. Donc t'en as, je crois, une dizaine qui lèvent la main. 2 fois, t'en as un peu moins. 3 fois, t'en as moins. 4, il n'y a plus personne. Il dit plus de 100 fois et là il lève la main. Et en fait, ça m'a... Ouais. Tu sais, j'ai eu des frissons parce que je me suis dit, même moi, alhamdoulilah, tu vois, ça m'est jamais arrivé et tout. Mais forcément, en fait, nous, dans notre réalité, alors que on subit, parfois, ou que nos proches vont subir des arrestations arbitraires, des violences policières, on n'imagine pas que ça peut être aussi fréquent, tu vois. Donc, de la part de quelqu'un qui a un privilège, comme la blancheté, forcément, il n'arrive pas à le capter. Et en vrai, moi, j'ai même un peu du mal à le en vouloir, tu vois, parce que je me dis, si tu ne vois pas, tu ne vis pas, comment tu peux tu vois, c'est compliqué aussi d'arriver à se mettre à la place de l'autre. Totalement. Et c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, préciser que je ne suis pas celui qui en subit le plus, mais que c'est une réalité qui existe totalement, tu vois. Et c'est pour ça que la phrase, au final, je l'ai laissée et je me suis dit, moi, il a suffi que ça m'arrive 2 fois pour que je puisse dire que c'est pas normal qu'un policier me dise ça, tu vois. Et comment tu le vis, justement, ce truc de te prendre parfois peut-être des messages un peu négatifs sur les réseaux par rapport à ta double identité ou par rapport à ce que t'es, ce que tu représentes et tout? Ça dépend les réseaux, tu vois. Quand c'est Insta, déjà, en fait, c'est sur Twitter parce que je prends le plus de trucs assez négatifs. Mais c'est aussi un peu le jeu de la plateforme, j'ai l'impression. C'est des gens qui attaquent et ils vont attaquer forcément sur ce que je suis. Donc je peux me faire... En fait, je me fais attaquer des 2 côtés. Je me fais attaquer par des fachos qui vont dire wesh, qu'est-ce que tu fous ici? Et par d'autres fachos du coup inversés qui vont me dire mais non, mais toi t'es pas un arabe et tout, t'as pas le droit de parler, tu vois. Souvent c'est un bon indicateur de se faire attaquer des 2 côtés. Parce que là, je suis pile au milieu et pile perdu, tu vois. C'est l'intersection. Hein. Ouais, l'intersection. Ouais, et du coup, tu es juste en mode je m'en fous, quoi. Genre, t'es en mode. Ouais, en vrai, ça va. Tu vois, c'est toujours ça, c'est que Internet. Hein. Moi, personne m'a jamais rien dit en face. Ouais, ça c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais des fois, ça m'énerve. Des fois, ça m'énerve quand même. Ah ouais? Ouais, en fait, ça m'énerve quand c'est des. En fait, tu vois, quand c'est des petits comptes Smurf, des trucs, c'est des pépés manga. Tu vois pas le mec, il a 10 abonnés et tout. Vas-y, ça passe outre. Mais des fois, quand c'est des gens que tu les identifies, t'as envie quand même de les attraper. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en vrai, je relate. Ça m'a débloqué un autre sujet dont je voulais te parler. T'as l'impression d'être compris par de la communauté. T'as l'impression que... moi, c'est une théorie que j'ai. Hein. C'est l'identité que tu développes dans ta musique. Moi, elle me parle plus à moi parce que j'ai immigré du Maghreb en France et que je ressens le truc de brouillon par excellence que peut-être des gens qui ont grandi justement avec cette image de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie de vacances. Tu vois. Je sais pas, est-ce que tu sens que des fois ton message il est pas trop compris? En vrai, j'ai l'impression quand même qu'il est majoritairement compris. C'est juste que ceux qui le comprennent pas, ils vont être peut-être... En fait, je pense, non, en vrai, sur 100 personnes qui vont écouter, il y a quand même 90 qui vont capter le truc, qui vont être touchés ou pas, tu vois, mais en tout cas le comprendre. Mais après, tu as 10% qui, eux, ne vont pas comprendre, mais qui vont parler du coup plus fort peut-être que les autres. Ils sont plus bruyants. J'ai l'impression que c'est souvent ça aussi, les commentaires négatifs. C'est très tronqué, la haine sur Internet. Parce qu'au final, sur un post, je sais pas, qui fait 10 000 likes, tu as, je sais pas, 100 commentaires. Ouais. Enfin, non, on va dire, tu as 1000 commentaires et tu en as 100 négatifs. Ouais. Mais les 100, ils prennent une place. Oui. C'est aussi toi qui, en vrai, te focalise plus sur ce que les gens vont dire de négatif que ce que les gens vont dire de positif. Ça, c'est malheureusement le jet des réseaux. Mais... Et j'ai l'impression que quand tu touches un truc comme ça, assez intime, ça bouge encore plus les gens. Oui. Tu vois, quand tu parles d'un truc, l'identité, c'est un sujet qui est tellement touchy, que ça soit de tous les côtés, tu vois, en France, en Algérie, peu importe où. Et du coup, ça génère des tensions, ça génère des passions chez les gens aussi. Et des fois, tu as des longs messages, tu as des gens qui comprennent rien, mais ce qui m'aide à tout balancer, c'est des fois, je reçois des pavés, tu vois, des gens qui me disent « Ah putain, ça fait plaisir d'être compris. » Et ça, en vrai, c'est pour ça que je fais du son, donc ça me... je trouve que même, on revient encore à Brouillon, mais au-delà même de Brouillon, je sais que ce son, il avait
pas mal marché sur les réseaux, notamment TikTok et tout. Moi, je voyais pas mal de réels de jeunes qui venaient de plein de pays différents, que ce soit le Congo, que ce soit le Soudan, enfin vraiment plein de pays hyper divers qui se réappropriaient le son. Et je trouvais ça d'autant plus beau de se dire, en fait, ce son, en tant qu'artiste, il t'appartient plus et il appartient à toute cette jeunesse immigrée qui se retrouve dans la dualité. Je trouve ça trop stylé. Ouais, quand je reçois des messages justement qui sont d'autres pays, il y a un mec en Côte d'Ivoire, là, il m'envoie un message là ce matin, j'étais dans le taxi, il me disait ouais, on est en Côte d'Ivoire, on écoute Brouillon. Putain, c'est frais. Ça veut dire que. Sa mère. En fait, et c'est pour ça que moi, dans mes sons, j'ai jamais. Enfin, même si je parle de moi, je fais attention à ne pas mettre des trucs qui soient excluants pour les gens qui écoutent. Genre, tu sais, même quand je fais Bledi mon amour, je dis Bledi, mais je dis pas Zaïre. Tu vois, je dis une fois, mais je vais pas dire Algérie pour que des gens, je sais pas, qui viennent du Maroc ou de la Tunisie, ils puissent aussi avoir ce sentiment-là. C'est très bien fait, pour le coup. Je fais attention parce que je me dis, même si je parle de moi, ça m'embêterait que ça parle pas aux autres aussi. Enfin, c'est dommage de les exclure. Ouais, je capte. Et sur Brouillon, en vrai, on est tous brouillons de quelque part, j'ai l'impression. Ouais, mais j'ai l'impression que ta communauté, du moins ta communauté de concert, c'est construit là-dessus. C'est construit sur cette douleur de soit l'exil, soit la rorba, en gros, le fait d'être dans le manque de chez soi, mais le manque aussi de se sentir chez soi quelque part. Tu le ressens, ça? T'as l'impression que tes fans, ils sont un peu en mode catharsis quand ils viennent à tes concerts? Franchement, il s'est mélangé de fou. Et c'est ça qui est cool aussi au concert, c'est que il y a vraiment... Enfin, tu vois, la première fois que j'ai fait un concert, je savais pas à quoi ressemblait mon public. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'en fait, il y avait vraiment de tout. Il y avait des gens qui étaient concernés, mais tu as aussi des gens qui ont découvert, tu vois, ce sentiment-là sans l'avoir vécu. Déjà, ils sont franco-français, comme on dit, franco-gaulois, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien, parce que du coup, on peut utiliser sa musique pour expliquer notre douleur à nous, aux Blancs. Mais moi, je trouve que c'est trop bien. T'as plein d'artistes comme ça qui ont permis de faire comprendre et de faire passer des messages. Ça montre que en fait, la musique, elle doit être écoutée par tout le monde. Encore une fois, nous, on est trop chaud de partager la culture et tout, tu vois. Et genre, justement, de montrer que on a des dualités, on a des... Moi, je trouve ça grave beau, tu vois, quand t'as un public en plus qui te ressemble et qui est à la fois hyper divers, tu te dis... Ça tue, ça veut dire j'arrive à toucher tous ces gens-là. Et je m'étais toujours dit que pour moi, tu vois, la musique, c'est... En tout cas, quand je veux faire passer un message, quand je me dis à qui j'adresse ce message, quand je l'adresse aux gens qui ont déjà compris, j'ai l'impression de ne pas faire le taf jusqu'au bout. Surtout quand tu vois, par exemple, sur des sons qui vont arriver... Par exemple, un truc qui s'appelle IAR, c'est un truc sur justement le vivre ensemble, etc. J'ai l'impression que... joué en concert, ça. Ouais, je l'ai joué en concert. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je parle que aux gens qui savent que le vivre ensemble, c'est cool et c'est normal. Il faut que j'aille parler aux gens qui ne savent pas et qui justement ont des idées arrêtées dessus pour que ça soit justement efficace et que ça serve à quelque chose. Franchement, c'est un truc dont beaucoup de politiques devraient s'inspirer. Parce que c'est vraiment le réflexe politique de se dire, de parler à des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous et pas de se dire on va aller chercher que les gens sont convaincus. Petite casse-tête monsieur derrière. Et du coup, non, mais c'est un très bon effet. Parce que j'ai l'impression, tu vois, moi je fais pas de politique et j'en ferai jamais de ma vie. Parce que... T'as bien raison, à perte. Ouais, à perte. En plus, c'est pour rien. C'est dans les trucs à perte. Mais je me dis, si je peux essayer de faire passer mes idées et si je peux essayer de convaincre des gens dans ma musique ou juste, tu vois, prouver que le vivre ensemble c'est cool et la preuve en est, nous on vit tous ensemble et on est très bien comme ça. Si je peux le faire musicalement, c'est... Il y a une forme un peu d'amour révolutionnaire, je trouve, à travers ta musique, tu vois. Ce truc un peu de se dire, mais en fait, on est tous ensemble, on s'aime tous. Un peu ce truc We Are the World, We Are the Children, mais genre vraiment dans un truc plus réfléchi c'est pas, on voit pas les couleurs, c'est justement, on voit les couleurs et en fait, on arrive à tous vivre ensemble avec toutes nos différences et je trouve ça trop fort. Et c'est comme ça, et tu vois, et justement, il y a un côté aussi, les gars, on va vivre ensemble et ça va être comme ça et personne va nous faire croire le contraire et... C'est aussi un petit peu revendicateur de façon un petit peu plus dure peut-être que We Are the Children parce que nous on va pas, c'est pas non plus tout beau tout rose, il y a plein de dingueries qui se passent tous les jours et c'est bien d'en parler, c'est bien de les dénoncer, mais personne va nous empêcher de vivre ensemble. Tu fais pas de politique, il y a quand même une phrase on n'envie pas les riches parce que un jour on va les attraper et ça c'est très Frustration Magazine. On fait confiance à Dieu, il enverra des signes, vu qu'on les rattrapera, on n'envie pas les riches. C'est quoi que tu dis, on a bien mangé au Crous mais on prendra le dessert au Ritz. On a bien mangé au Crous mais on commandera le dessert au Ritz. Il y en a qui étaient bons, celui de Paris 8, Saint-Denis, le non. cookie du Crous. Exceptionnel. Mais il y a ce côté classe sociale qui est ressenti dans ta musique où tu as vraiment le côté je vais bosser non-stop jusqu'à ce que j'y arrive. Et comment tu le... Est-ce que tu as l'impression d'y être arrivé déjà maintenant? Alhamdoulilah, ça va. Hein. Franchement, juste déjà le fait de vivre de ma musique, pour moi, c'était ça déjà y arriver. Tu vois. Okay. J'ai l'impression déjà... En fait, moi, il
je viens d'une famille où les études, c'est vraiment... bon, je viens d'une famille rebeu. Ouais. Et du coup, moi, j'avais fait des études, j'étais en pharmacie et tout. Donc, j'étais en études de pharma. J'ai arrêté à la 5e année. J'ai drop avant le diplôme. Ok. J'ai drop la dernière année. Wow. Et Mes donc, parents Les darons, m'auraient ils ont tué. dû Ah ouais, serrer. Ils m'auraient assassiné. Imaginez la Ouais, dinguerie. ouais. Et du coup, bah, j'avais d'autant plus pas le choix de réussir à essayer d'en vivre de ma Ouais, musique. c'est grave parce que motivant, du coup. Ouais, j'ai fait un sacrifice de fou. Et même mes darons qui, avant moi, ont tout sacrifié pour que moi, je sois là et qu'ils me permettent de faire des études et que j'arrive presque au bout des études et que j'arrête. Bah, c'était inconcevable, Ouais, ça n'a aucun sens. Par contre, c'est très beau. Parce que moi, j'aurais jamais eu autant confiance en moi pour ne pas avoir assez peur de mes parents, tu vois. Genre, moi, non, moi, non. Ah, je vois ce que j'aurais tu veux jamais eu le Ouais, courage je capte ce que tu veux dire, mais j'avoue que moi, j'ai drop aussi. Donc, on se sait. Mais tu sais, Le seul qui a pas réussi, c'est celui qui a pas de drop. Non, mais au final, je pensais comme toi, je me suis dit, mais ça, c'est un truc que jamais je pourrais le faire. Et je sais pas, à un moment, je me suis dit, mais en vrai, non, je peux pas vivre une vie pour les autres. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je préfère galérer toute ma vie à faire un truc que j'aime que être bien à faire un truc qui m'ennuie, tu vois. Donc au final, j'ai pas eu trop le choix, je suis parti, j'ai drop. Et comment tes parents ils l'ont vécu ça? Parce que j'imagine que la première réaction c'est forcément l'AVC, classico. Mais est-ce que ils ont réussi quand même à comprendre? Parce que je sais que pour nos parents parfois ça peut être un peu compliqué justement, tu sais, après avoir eu tout le poids du sacrifice, de dire non, on fait que nos enfants ils réussissent et tout, à raison, hein, c'est pas du tout Bien pour sûr. les accabler. Ah non, pas du tout. Est-ce qu'ils ont réussi du coup à se faire à l'idée que ta musique pouvait potentiellement marcher, que c'était une voie que tu t'allais choisir et tout ou pas? Bah, au début, c'était un petit peu de l'incompréhension, parce qu'en plus, tu vois, il n'y a pas de musicien dans la famille, il n'y a rien qui montre que c'est une voie d'un métier. Même moi, dans ma tête, j'ai pas considéré la musique comme un métier alors que j'en ai fait toute ma vie. Alors jamais je me suis dit j'allais en faire de ma vie, alors que j'ai fait ça depuis que j'ai 6 ans. Et c'est que au dernier moment de mes études, je me dis, ah, mais attends, en fait, je peux en vivre peut-être de ça, tu vois. Et en fait, au début, c'était compliqué, mais après, en fait, c'est les concerts qui a fait que ça s'est apaisé. Dès qu'ils sont venus en concert, ils se sont rendus compte du travail qu'il y avait. Quand ils ont vu des gens chanter les chansons et tout, il y a eu un truc. En fait, non, il est pas fou. Il y a vraiment du travail. Il y a un truc, et après, mon père, après un concert, il m'avait envoyé un message que j'oublierai jamais. Tu vois, il m'a dit, c'est bon, j'ai compris. Vas-y maintenant. C'est tellement mignon. Ah ouais, c'est vraiment trop mignon. Ah, ça m'a. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est adorable. Si mes parents regardent, n'hésitez pas à faire le même. Et maintenant, c'est mes plus grands fans, tu vois. Ils sont énervés quand ça parle mal de moi sur Twitter. Ah non, j'aime trop. Madame, elle crée des comptes pour. Est-ce qu'ils ont des contrôles de genre c'est incroyable. Tu diras à ta mère que moi je suis fan d'elle. Voilà, c'est vraiment trop mignonne. On veut tous que notre daronne fasse un contrôle pour nous défendre. Mais maintenant, c'est archi apaisé, tu vois. C'est mes premiers soutiens. Trop bien. Et je suis trop heureux de ça. J'ai l'impression justement qu'il fallait qu'on ait cette espèce de rupture, tu vois, que ça soit assez difficile pour qu'ensuite ça s'apaise de fou et que ça soit maintenant... Il y a aussi le truc de montrer ses émotions, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de familles maghrébines, on a beaucoup de mal à montrer nos émotions et j'ai l'impression que notre génération, parce qu'on a plus ou moins tous le même âge, on a envie de faire mieux, tu vois, et de libérer un peu la parole par rapport à ça et tout. Toi, tu le fais beaucoup dans tes sons, mais je trouve qu'il y a même ce truc où justement, au final, maintenant, tes parents, ils te montrent qu'ils sont fiers de toi, ton père qui t'envoie un message, en plus avec la pudeur masculine et tout, tu vois. Genre, c'est d'autant plus beau, quoi. Ça m'a chamboulé. Après, moi, j'ai encore du travail à faire, je pense, pour montrer les émotions dans la vie de tous les jours. Déjà, j'arrive dans la musique, c'est déjà bien. Mais oui, après, il y a tout un travail. Enfin, la déconstruction, je pense, ça dure longtemps. Oui, c'est très, très long. De toute façon, tu le vois même dans Les Hommes que tu as fait avec Zamdan. Nous, c'est les hommes et les hommes ici, ça dit rien. Si tu savais comme j'ai mal, tu dirais comment il tient. Où il y a vraiment ce truc. Moi, c'est un son qui m'a beaucoup marqué. Très, très parce bon morceau. que on parle beaucoup du fait que le patriarcat, ça fait du mal aux femmes et tout. Et c'est la première cause de souffrance chez les femmes. Mais ça fait aussi du mal aux hommes. Pas en premier plan, bien sûr. Et je trouve qu'il y a ce truc dans le son, les hommes, encore plus avec les hommes maghrébins, l'homme maghrébin n'a pas le droit d'être faible, il n'a pas le droit de pleurer et tout. Et le son, il montre justement ce truc un peu. Dans mes souvenirs, il y avait une énorme shitstorm d'ailleurs sur la cover. Dès que je sors un son, et ça, typiquement, c'est trop bizarre. Vraiment... Ils sont hachako Sona, ouais. Vraiment, tu la montres à n'importe quel Tunisien, Algérien, Marocain qui a vécu là-bas, ils vont te dire bah c'est un hammam, c'est tout. Enfin, tu vois, genre normal. Tranquille. C'est pas un club de striptease, poteau. mais c'est en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un son qui parle d'un truc assez intime et un peu, je sais pas où j'ai réfléchi avant de le faire, dans le sens je réfléchis en mode oula, est-ce que je drop ça ou pas je drop pas ça, et bah à chaque fois il y a la démonstration de la chanson sur Twitter, tu vois. Genre, au final je parlais d'un truc de virilisme, de masculinité toxique, etc. Au final j'ai que des gens de masculinité toxique sur internet, tu vois, et plein de gens au final qui maîtrisent pas leur propre code. En fait, il y a des gens qui sont outrés de voir un hammam,
J'ai dit, bah va attraper ton daron, tu vas voir, Oui, quand je suis le frère. Qu'est-ce qu'il faisait quand il avait 19 ans? Il grattait l'épaule de son père avec une brosse. Bah ouais. Oui, mais ça, c'est aussi créer des espèces de pudeurs là où il n'y en a pas. Enfin, frérot, tranquille, tu vois, si t'as un problème avec un bout de il y a un endroit où il n'y a pas de pudeur au Maghreb, c'est au Hamem. Hein. C'est vraiment, tu te fais démolir. Oui, de fou. Mais en fait, justement, comme tu le dis, ça montre. En fait, la preuve par l'exemple. Ouais. Tu fais un son où tu dis chez nous, les hommes ça pleure pas, et au final, t'as là les mecs qui sont en train de pleurer parce qu'il y a 2 hommes dans un Hamem. C'est exactement ça. Franchement, et de base, tu vois, c'est pas des trucs que je prévois. À chaque fois, je me demande pas. Enfin, je fais pas mes sons pour que ça fasse ça, tu vois. Genre, même de base, je pense que personne veut se prendre un shitstorm. En plus, c'est que Twitter, tu vois. À chaque fois... Après, je pense que le radar Twitter, si t'es dans le mauvais là-bas, c'est que t'es dans le bon ailleurs. Tu vois. Vraiment. De fou. Du coup, maintenant, c'est bon, je suis habitué, je commence à prendre de la distance sur ça. Mais je suis content au final d'avoir porté ce son-là. Et je me dis justement porter un message qui est un petit peu difficile ou qui est, je sais pas, c'est une forme. Je sais pas si on peut dire que c'est une forme d'engagement, mais en tout cas, moi, c'est une forme de. Enfin, je veux faire passer un message en tout cas. Et je me dis, c'est normal que ça soit pas facile. Genre, c'est normal que ça dérange des gens. Et je me dis, avoir un message qui dérange, c'est un message forcément qui a besoin d'être porté. Surtout dans une société qui se polarise, autant, notamment avec moi, je le vois en tant que meuf. Voilée. Sur Internet, le niveau d'incel, même de nos communautés et tout, je me dis, mais là, il y a un problème. Et forcément, de sortir un son où toi, en tant que mec, tu vois, tu dis, bah, en fait, on a un problème avec notre virilité, machin et tout, qui est pas forcément. Tu sais, c'est pas de ta faute à toi, c'est pas la faute des hommes, c'est aussi la société qui fait ça et tout. Forcément, ça va pas être bien reçu. C'est une certitude, mais ça montre que le message, il est d'autant plus important, quoi, tu vois. Fatigué de faire la guerre aux miens. Ouais. Je nous aime quand même. Bien sûr. Évidemment. Mais vas-y, mais je t'ai dit, et c'est tronqué aussi. C'est vraiment, je pense, la haine sur les réseaux. Bien sûr. Elle est exacerbée par rapport à la réalité. Genre, il y a une grande majorité silencieuse. Moi, quand je suis sur les réseaux, que je vois un artiste que j'aime bien, j'en parle pas. Oui, je dis rien. Tu vois, et c'est souvent, tu vas prendre la parole quand tu as envie de faire même, tu vois, le concours de la vanne la plus méchante pour qu'il y ait plus de retweets. Enfin, du coup, il faut faire attention à cette haine sur. Il faut pas la considérer comme. Genre, c'est un parti et moi, je suis l'autre parti, tu vois. Il y a un truc de. C'est pas un truc de 50-50. C'est tout le pari de ce qu'on essaye de faire là, c'est de dire qu'on va essayer d'avoir une parole aussi positive sur le rap qui est éminemment politique. Et il y a plein d'artistes qui portent des revendications. On va essayer à chaque fois de faire ça dans cette émission. Parce qu'il y a toujours un discours en ce moment de dire le rap est devenu dépolitisé, etc. Moi, je trouve que non. Je trouve que. En fait, c'est juste que le rap, il est tellement large à l'heure actuelle que tu vas trouver de tout. Tu vas écouter des gens qui ont envie de juste bouger la tête, comme tu vas trouver des mecs comme, je sais pas, Kalash Criminel ou Youssef Swat, ou tu vois, qui vont avoir des messages et des revendications beaucoup plus fortes. Il y a graille pour tout le monde. Donc, le truc de se dire, ouais, c'est dépolitisé, c'est juste que oui, forcément, le rap qui est dit, entre guillemets, mainstream et qui va passer sur les radios, on va faire en sorte qu'il soit le moins politique possible. Tu vas pas entendre du Kalash Criminel qui va dire Nick Vincent Bolloré sur Skyrock, tu vois. Mais ça veut pas pour autant dire que ça existe pas. Mais sur Frustration, il peut. Je veux me faire des sous sur les gens que j'aime pas, comme le fait Bolloré. Vincent Bolloré. Mais et même, je pense que tu vois, même des messages comme Daniel va porter, c'est pas parce que tu vas arriver et dire bah moi je pense ci, je pense ça, c'est de manière frontale que c'est intéressant. Un message comme Brouillon, comme Les Hommes et tout, c'est 1000 fois plus important et 1000 fois plus intéressant puisque ça relève aussi de l'affect. Et on est dans une société où on a du mal à montrer nos affects. Je reviens sur une phrase de J'ai grandi quand les rebeux c'était pas la mode. J'ai grandi quand les rebeux c'était pas la mode. J'étais frais jusqu'en 2001, puis je suis devenu moche. Est-ce qu'on est à la mode? Franchement, non. Dehors, c'est chaud. Dehors, c'est chaud. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, c'est drôle cette phrase. Mais je trouve que, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu vois, il y a eu une phase, après 90, je pense qu'on était à la mode. Ouais. Même, Zidane, on aimait bien, tu sais, Ryan B. Fever, bouffer du couscous le dimanche, et tout, c'était stylé un peu. Il y a eu des hauts et des bas. Tu vois, là, maintenant, on est à la mode aussi, des fois, chez certains bobos, tu vois, j'ai l'impression. C'est ça dont j'allais parler. Est-ce que plus le racisme augmente, plus il y a une fétichisation des Arabes? C'est-à-dire un truc de... Pas que des Arabes, je pense. Où il y a une fétichisation des identités un peu différentes, tu vois. Après, pour moi, pour avoir un truc de fétichisation, il faut qu'il y ait une grosse industrie, j'ai l'impression, derrière. Et nous, j'ai pas l'impression qu'on soit porté. C'est juste des gens qui s'intéressent peut-être de façon un petit peu trop... Parce qu'en fait, pour moi, pour faire de l'appropriation, ça marche quand tu génères du profit à partir de ça. Bien sûr. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un intéressement de la culture rebeu chez certaines traces de la population qui sont peut-être un peu aisées, qu'on peut appeler des bobos.
Mais j'ai pas l'impression que ça soit forcément de la fétichisation. Je sais pas. C'est un débat qui est intéressant. Ce que tu veux dire dans le sens où, à partir du moment où c'est individuel et pas politique, c'est pas forcément. Mais il n'y a rien derrière, tu vois. Genre, pour moi, tu fétiches quelque chose quand tu. Je sais pas, t'as une industrie d'un film. Tu vois, si demain il y a des films en mode vas-y, Aladdin, 40 voleurs, tu vois. Un truc en mode vraiment Alibaba avec le tapis, tu vois ce que je veux dire. Et qu'il y a un truc où on fétichise la communauté maghrébine. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on soit exactement dans ce cas de figure. C'est un truc où il y a une certaine population qui s'y intéresse, mais c'est aussi ce qu'on a envie. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a aussi dans le sens fétichisation, ce truc de glamouriser notamment les hommes maghrébins par rapport à une soi-disant virilité, ou tu vois, par rapport à un truc comme ça, où tu vois pas mal de femmes blanches qui vont aller à plein de concerts de mecs rebeux comme Tiff, comme Zamdan, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est glamourisé ou c'est juste. Parce que, tu vois, ces gens-là, ils sont aussi au concert de Bécard, ils sont aussi au concert, tu vois. Est-ce que c'est pas juste aussi l'homme qui fait du rap, tu vois, est-ce que c'est forcément lié au Maghreb? Je suis pas sûr. Ouais, je capte ce truc-là, je l'ai déjà entendu, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément une vraie réalité sociale parce qu'il y a rien derrière. En général, c'est gênant. Pour moi, c'est de l'appropriation quand il y a de la capitalisation. Quand tu prends de l'argent d'une communauté en te servant de leur code, pour justement, là, pour moi, c'est approprier un truc. Mais quand tu t'intéresses à un truc et que tu le trouves juste cool, je suis d'accord. Parce que les artistes qui propagent ce truc-là, tu les trouves cool parce qu'ils sont forts. Bah, est-ce que c'est vraiment de la fétichisation? Je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. En vrai, ça porte à réflexion. Donc finalement, on n'est toujours pas à la mode, quoi. Mais est-ce qu'on sera à la... Après, ça me fait penser à Kazé qui disait que de toute façon, le racisme, c'est quelque chose de cyclique. Tu vois, et en fait, c'est une boucle infernale. Bon, alors là, ça fait longtemps qu'on est dans la boucle. Ça commence à dater. Mais en vrai, il y a toujours des phases où, tu vois, c'est un peu plus hype. C'est un peu plus machin, tu vois, quand il y a eu les premiers sons de Tiff qui sont sortis, il y a eu une vraie recrudescence de ce truc de se réapproprier nos codes en tant que, tu vois, même pour nous, en tant que maghrébins et tout. Et il y a des moments où, tu vois, quand il y a eu le Covid, les personnes asiatiques s'en sont pris plein la tronche aussi, tu vois. Donc c'est vraiment, moi je le vois un truc cyclique et frère, à un moment on va revenir à la mode, tranquille. Moi j'ai l'impression, je sais pas si on va redevenir à la mode, mais j'aimerais bien qu'un jour on nous voit plus comme une musique niche ou qu'on nous voit comme des personnes j'allais te poser la question, de côté exotique en mode à nous c'est ça notre truc et tout. En vrai, on fait partie du paysage français depuis des générations. Même, tu vois, nous on n'a connu rien d'autre que la France. Enfin, je parle pour nous deux, mais on a grandi ici. Ça veut dire que faudrait que la communauté, que ce soit les radios, les télés, etc., ils arrêtent de nous prendre pour des gens d'un quota ou d'un exotisme. En vrai, la musique avec des consonances rebeux, c'est aussi une musique française. Le fait qu'elle soit enfin, tu vois, oui, parce que c'est l'histoire de la fin. Mais ça me fait penser à un truc parce que, en fait, j'étais en train de penser notamment à un truc de ton concert et tout, donc je ne vais pas le dire parce que pour ceux qui ne sont pas encore allés, prenez vos places, vous verrez. Mais en fait, ça m'a fait penser à Mélanie, à Jams, qui en fait, depuis elle, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu justement ce truc qui rassemblait autant et qui faisait partie du paysage français, tu vois. Ah ouais? Soul King, ouais. Y'a rien de mauvais, on s'en fout des autres. Le ghetto m'embellit. Moi je voulais des sous, par rendre jaloux les autres. C'est que du passé. Ils ont changé de face, j'ai changé des codes. Moi je vais jamais donner. C'est vrai, Soul King. Soul King, c'est l'impact qu'il a eu sur à l'échelle internationale en tant que. Mais Soul King, c'était aussi parce qu'il représentait. Tu vois, c'était un truc. Il représente par qui il était, par son histoire et par sa musicalité. Il représentait cette espèce de pont. Mais Mélanie, elle disait les. En fait, elle disait les termes. C'est ça, c'est parce que moi, je vois plus de personnes. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va pas mettre du calage criminel à la radio et tout, tu vois, qui va dire des termes. Mais par contre, on avait Ma France à moi. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Qui passait à la radio. On avait Marine, tu vois, genre. Et du coup, je me demande si on aura à l'avenir, pas forcément des personnalités comme elle, parce que de toute façon, ça n'a rien de comparé, mais qu'on va nous laisser cette place-là, tu vois, de se dire, à nous, enfin, est-ce qu'à un moment, on va pouvoir dire les termes de manière plus élargie ou pas? Mais moi, j'espère déjà, tu vois, moi, je trouve ce qui s'est passé avec l'afro, je trouve ça archi beau. Ouais, en fait, l'afro, ils ont réussi à rentrer dans le paysage français et à être normalisé. De ouf. Et que ça soit plus une culture à part. Enfin, il y ait vraiment même des blancs qui fassent de l'afro. Pour ça, c'est d'autres débats. Là, tu vois, le côté appropriation, peut-être, il peut se soulever parce que là, ils en font de l'argent. Mais en tout cas, l'afro, genre, même les blancs écoutent de l'afro de façon totalement décomplexée, sans se dire ah là putain, j'écoute un truc exotique, c'est kiffant, tu vois. Genre quand ils écoutent Sapé comme jamais, tu vois, c'est le son que j'aime bien citer parce que c'est un son qui est dans le top 10 France all time. Ouais. Sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais. Et
Et je t'ai dit, dans n'importe quel mariage en Picardie, ça peut comme jamais, ça passe. Franchement, pour avoir réact à quasiment tous les 4 mariages pour une lune de miel, il y est tout le temps, ce son, c'est une dinguerie. Mais en vrai, moi, je trouve ça tue de ouf. Mais c'est incroyable, c'est un son vraiment sur les sapeurs. C'est-à-dire, même avec un argot de fou dans le couplet de Niska, ça veut dire que même le clip, tout est porté sur... C'est un truc archi culturel et archi traditionnel au Congo. Et ça a été fait en mode français. Et vu que le lien avec le Congo et la France, il existe par rapport à un passé qui était pas glorieux. Mais au final, on a normalisé ce truc-là. Congolais, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Et ça, je trouve ça génial. J'aimerais trop qu'on normalise comme ça. Et le jour où on normalise la culture rebeu et la musique à consonance maghrébine comme ça en France, pour moi, on aurait gagné. Ça veut dire qu'on ne sera plus un débat. Oui, mais c'est ce que je pense que c'est ça l'aspect politique de la chose, c'est que la double identité dont on parle, elle est peut-être même plus trop pertinente maintenant parce que, comme tu l'as dit, la majorité des gens écoutent déjà notre culture, consomment de la culture plutôt rebeu, plutôt immigrée, etc. C'est juste que le mainstream ne suit pas. Si je comprends bien le propos, c'est plus l'industrie qui ne suit pas le... c'est encore que nous, on est encore un peu niche. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a encore du chemin à faire. Ouais, parce qu'après, tu vois des personnes comme PNL, par exemple, eux, ils sont arrivés, ils ont brisé tous les codes. Et ils avaient justement ce truc de double culture, ce truc même, tu sais, on arrivait à avoir de la pitié pour eux à des moments, tu vois, genre alors que le mec il dit qu'il est en train de vendre du shit et toi t'es là, oh, mon pauvre. Hey Tariq, comment tu vas? Ça va comme tous les jours, j'ai le démon, faut tempérer. Je vois que t'es bien entouré. Ouais, mais quand j'étais dans le trou, personne, je m'en bats les reins. Tu vois, genre, miskin et tout. Mais ils ont quand même réussi à casser un peu ces codes-là et à devenir mainstream. Après, je pense que de toute façon, des personnalités, que ce soit comme PNL, que ce soit comme Mélanie, que ce soit même comme Soul King, c'est des exemples. Tu vois, ça peut pas être une généralité. C'est des trucs, tu les vois passer comme ça crée un émoi en toi et après, ça repart, tu vois. Mais je pense que culturellement, ce que tu décris, c'est le fait de ne plus être des exceptions, de la musique niche. Ouais, c'est en train de se développer en vrai. J'ai l'impression, tu vois, c'est pour ça que je suis trop content, moi, quand je vois des artistes qui pop et qui mélangent ce truc-là. Tu vois, quand je vois un Ino Casablanca qui est en train de s'arrêter, tu vois, trop fort. Je trouve ça trop cool parce que lui, il mélange à sa façon d'une autre. Enfin, en plus, lui, il va encore plus loin. Il mélange avec des trucs qui vont encore plus loin que le Maghreb. Il va mélanger avec des sonorités haïtiennes, etc. Ouais. Et je trouve ça trop cool. C'est pour ça que moi, j'encourage, dès que je vois... Enfin, j'encourage. Je suis personne, mais je veux dire, je suis content quand je vois ça. En tout cas, j'envoie un message, je dis, vas-y, c'est... parce que pour moi, le truc de vouloir garder les trucs pour soi, ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Genre, c'est vraiment éteint de dire, c'est moi, c'est les seuls à faire ça. Vas-y, frère, là-bas, tu vois. Et si tu fais ça, en fait, en ayant cet égo-là, tu condamnes ta culture en faisant ça. Parce qu'il n'y a pas un mouvement qui a été sorti avec une personne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un mouvement, c'est une seule personne qui lance le truc. C'est un truc où on doit être plusieurs toujours. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, c'est pour ça que l'afro est autant sorti du Nigeria, parce qu'il y a eu trop de gens là-bas. Il y a eu Whisky, t'as eu Rema, t'as eu trop de gens qui ont été hyper forts et qui ont fait que cette musique, elle est devenue inter. Et ça me fait penser justement, parce que je voyais un débat sur les réseaux de la musique un peu à consonance rail, machin et tout, de se dire, ouais, mais en fait, ça y est, j'en ai marre, tout le monde fait un peu la même chose et tout. Et je sais que j'ai eu ce débat, moi, avec un pote à WAM, et je disais, mais moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui catharsisent aussi le fait d'être dans une double identité. Grave. Et en vrai, tant mieux, tu vois. Si toi, t'aimes pas, après, t'écoutes pas. Mais moi, je trouve ça tue de voir plein de personnes, que ce soit Denera, que ce soit toi, que ce soit Ino Casablanca, enfin, tu vois, plein d'artistes comme ça qui mélangent. Je fais du rail, elle m'appelle baby, c'est quoi les bails? J'aime quand sans prévenir, elle m'appelle juste pour me demander c'est quoi les bails. Métro 9-3 Paris, Châtillon, place de Clichy, je descends un moment. Nos sonorités à nous, tu vois. Tout est très différent et je trouve ça trop bien. Tu vois, le fait que ça soit mélangé, et ça prouve que en fait, il y a une culture musicale qui est hyper riche. En fait, pour moi, c'est témoin de deux choses. C'est témoin qu'il y a un terreau musical qui est fou et qu'il y a une génération aussi qui est inspirée de ce truc-là. Ouais. Et c'est trop bien. En fait, c'est un truc qu'il faut pousser, il faut le mettre en avant. Il ne faut pas du tout le dire en mode vas-y, c'est bon, on a déjà marre des rebeux, frère. Vas-y. En fait, il y a une génération. On a à peine d'arriver, gros, tu vas encore pas pour 20 ans dans l'oubli. T'es sérieux, toi? Il y a une génération qui, justement, vous arrivez, je dis vous, en gros, les artistes qui ont intégré cette culture rebeu dans leur son, à les réconcilier avec leur identité aussi, tu vois. J'ai l'impression que si on grandit à cette période-là, nous, on a des références avec des gens qui parlent rebeu dans des morceaux, qui disent qui
qui te disent l'exil, etc. Et je pense que le petit que toi, t'imaginais dans tes sons qui se disait on m'apprend pas l'arabe, etc. Là, il a des refs, tu vois. Moi, je cherchais. En fait, c'est un truc de représentation. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est primordial dans l'éducation des petits, et même quand tu grandis, que tu te formes, c'est d'avoir des espèces de curseurs de gens où tu te dis ah oui, il y a lui, il y a lui. Tu vois, c'est comme. Je pense que Black Panther, quand c'est arrivé, ça fait du bien à toute une génération de petits Renois qui avaient que des super-héros qui étaient tous blancs. Il n'y avait aucun mec qui leur ressemblait. Et du coup, quand tu joues au super-héros dans la cour de récré, t'as pas un mec, tu dis ah, moi je suis Lee. Tu vois, de ouf. Et je sais que ça fait bien à beaucoup de gens de la génération. Et après, à plus petite échelle, dans la musique, tu vois, pour nous, c'est toujours bien de pouvoir montrer à des gens qu'il y a des exemples de gens qui sont comme toi, mais qui sont acceptés, qui essaient de faire un truc que toi tu trouves cool, donc du coup tu t'approfondis. En fait, même si tu n'arriveras jamais à faire, tu vois, je sais pas, je pense c'est une personne qui veut faire de la musique et tout, peut-être elle deviendra jamais une superstar, mais rien que de te dire ah mais en fait si lui il l'a fait, ça veut dire que moi je peux peut-être potentiellement faire et que je peux m'autoriser à le faire. Je trouve que c'est grave important. Totalement. Et des fois, c'est même pas dans la musique, c'est genre juste le fait qu'il existe et que j'écoute sa musique. Enfin, c'est cool, tu vois. De ouf. Et moi, je pense que c'est un truc qui est hyper important, c'est la représentation. C'est pour ça que c'est important que même dans les séries Netflix, dans tous les trucs et tout, il y ait de tout, pour que tu puisses un peu t'accrocher à tout et que ce soit pas tout le temps les personnages secondaires qui soient des gens. Genre le Renoir qui meurt en premier dans un film d'horreur, ça y est vrai. Ça y est, exactement. Cette double identité, cette culture que tu transmets de la double identité par la musique, c'est aussi une arme. C'est-à-dire qu'en gros, plus le racisme monte, plus nous on développe cette culture-là et on dit ok, on va les dépasser en fait par le côté où on va attirer plus de gens. Moi, je trouve qu'il y a un truc aussi où en fait, on veut pas sacrifier notre culture. Okay. Et je pense que plus le racisme monte, ou du moins se démocratise, parce qu'il y a toujours du racisme en France, tu vois, plus on a envie aussi de s'attacher à ce qui nous représente et à nos cultures, tu vois, à nos cultures aussi variées, aussi diverses puissent-elles être, parce que c'est trop important. Et s'il y a des gens qui, en fait, n'ont que la haine comme moteur et du coup oublient leur culture, parce que, en fait, toi, ta culture, c'est de détester l'autre, frérot, c'est bizarre. Je pense que nous, on veut plutôt être à l'opposé, de se dire, moi, j'aime qui je suis, j'aime ce que ma culture, et même dans le négatif, tu vois, tout à l'heure on parlait des trucs un peu des incels, un peu relous et tout, mais en fait même dans ça c'est frère, t'as vu, c'est les miens, genre. De fou. Et justement on est les plus à même, j'ai l'impression, de la critiquer, tu vois. Moi j'accepterais plus facilement que ça soit un rebeu qui critique un truc qui va pas dans la société rebeu, bien sûr, qu'un mec qui est extérieur, qui pointe justement ce qui va pas et qui met pas en valeur tout ce qui est beau. Grave, ça. C'est Farid qui disait ça dans un spectacle. Il disait faudrait qu'on ait un bureau pour qu'on puisse se plaindre entre nous. Parce qu'en fait, ça, t'as vu, il y a des trucs qui vont pas, on le sait. Oui, mais j'ai pas envie que ce soit l'autre qui le dise. Absolument. Et comme ce serait pas à moi, ce serait pas à ma place d'aller critiquer tel truc qui va pas chez d'autres. Tu vois. Bien sûr, de ouf. Genre, je trouve que c'est un peu notre responsabilité de critiquer ce qui va pas, même si du coup, tu peux prendre des foudres aussi. Parce qu'en vrai, c'est une société comme une autre, tu vois. Genre, moi, je suis le premier, du coup, à critiquer ce qui va pas en France et ce qui va pas c'est chez les rebeux. J'avoue que j'ai grave du mal avec le double standard de glorifier un peu, tu vois, par exemple, l'Algérie ou machin, et en étant très critique de la France, t'es en mode, mais en fait, frérot, c'est pas possible parce que dans une société, il y a forcément des choses qui ne vont pas, et c'est preuve de maturité et aussi d'amour, comme on disait, de critiquer ce qui va pas, tu vois. À qui le dis-tu ? Les pires shitstorms que je me suis pris, c'est des gens très, très, très nationalistes, etc., qui voulaient défendre avec... J'ai peur de relancer, là. Ouais, j'ai peur de relancer. Avec des nationalistes suédois, rien à voir. Non, mais qui avaient de bonnes intentions, tu vois, mais aussi, j'ai du mal avec le fait de ne pas s'auto-critiquer aussi dans nos sociétés et de se dire mais la priorité, c'est de parler de la France. Mais je sais, parce que je me suis pris une shitstorm en ayant critiqué le discours d'Oxmo, tu vois, on était en mode, t'as pas le droit de critiquer. J'étais en mode, mais en fait, je suis pas en train de lui manquer de respect, tu vois, c'est juste la critique, elle nous permet aussi de nous évoluer, et c'est pas parce qu'on a, je sais pas, 50 ans qu'on peut pas évoluer sur des questions, et c'est pas parce que moi je peux pas évoluer. Et la critique, elle est grave constructive, faut pas... Je pense que le jeu des réseaux aussi, c'est de toujours voir tout d'un œil négatif et d'être méfiant surtout, alors que parfois il y a juste quelqu'un qui va dire frérot, bélec à ce que tu fais là, Maros, attention là t'as dit une bêtise. Et en fait c'est trop important de se remettre en question et aussi de questionner tout l'environnement qu'on a autour de nous, parce que sinon on va jamais évoluer, frère. Et c'est la forme aussi, tu vois, c'est quand tu dis quelque chose à quelqu'un, faut lui dire après avec de la bonne forme pour pas peut-être le braquer, pour pas qu'il ait l'impression que... Mais c'est hyper important, genre... Moi, si je critique la France, si je critique tout ce qui va pas en France, évidemment, je critiquerai tout ce qui va pas non plus en Algérie. Enfin, c'est logique. Genre, c'est ma parole. Et comme je vais être le premier à dire tout ce qui va dans l'un et dans l'autre aussi, tu vois. C'est pour le coup assez rare, ça, maintenant.
C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est ça. Je peux capter, hein, franchement, il faut les épaules après pour ouais, c'est ça. C'est relou. Tu vois. Franchement, frère, quand tu te prends des sauces toutes les 4 matins, je comprends que t'as la flemme aussi. Je peux capter qu'un mec, il n'ait pas envie d'en parler. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a aussi un débat de. Tu l'as vécu récemment, ça. Ouais, je l'ai vécu de fou. Moi, je l'ai vécu sur la voisine, tu vois. Et pourquoi y a plus qu'une rue qui nous sépare? Pourquoi mes parents s'énervent quand j'en parle? Je l'ai vue à la cantine et j'y pense encore. Elle aussi, elle a demandé le menu sans porc. Nos pères baissent leur tête dans le même sens pour prier. Chez eux non plus, j'ai pas vu de sapin briller. Chez elle comme chez moi, on n'est jamais seul, on est tellement pareil. C'est impossible à dire, on se regarde le jour. La nuit on se voit mieux, ils font tout comme nous, on fait tout comme eux. Elle a les cheveux noirs, les yeux foncés comme ma sœur. J'ai cru entendre les yo-yo quand elle dansait. Et j'ai eu l'impression de... La voisine, c'était la chose qui m'a fait le plus chier. Ouais. Parce que j'avais l'impression que c'est des gens... des trucs qui m'en voulaient, des gens dont le combat, je le trouvais noble, tu vois. Et au final, j'ai pas compris qu'ils captent pas. En fait, je pense qu'il y a un truc... J'avais une copine qui m'avait dit ça et j'avais trouvé ça grave pertinent. En fait, quand t'es une personnalité publique, on va t'en vouloir de ce que tu ne dis pas, mais pas de ce que tu dis. Et donc, du coup, de faire un son, par exemple, comme La Voisine et tout, on va t'en vouloir de pas avoir dit quelque chose. Alors que... Mais de pas avoir dit quoi, genre? Genre, tu vois, de pas avoir dit, je sais pas, je suis pro-Palestine ou machin, mais tu vois. C'est un truc que j'ai dit toute ma carrière. Tu vois, c'est juste que les gens qui m'ont attaqué, c'est des gens qui me connaissaient pas. Au final, ils ont dit, regardez, il a jamais parlé de Gaza. Oui, tu vois, c'est pour ça que je te dis. Donc, en fait, on va te dire, la personne... Oui, mais j'ai parlé de Gaza depuis même avant le 7 octobre. C'est un truc dont je parle tout le temps et c'est un truc que... C'est pas un sujet d'aujourd'hui, tu vois, même genre le nombre d'apparitions. T'étais au Bourget pour le salon d'armement, t'étais à la manifestation contre j'ai fait un truc pour la fête de la musique là-bas. On avait fait, tu vois, même un plateau pour la fête de l'humain. Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire que c'est un truc qui a toujours été un combat dans ma carrière. Et c'est pas parce que justement je suis en train de parler des ressemblances entre les séfarades et les musulmans en France que je trouve justement qu'il y ait des inimitiés dans ces deux communautés. Je trouve ça totalement absurde. Ouais, c'est ça. Et surtout, le son, je l'ai écrit il y a longtemps et c'était pas du tout un son sur ni la Palestine ni sur Israël parce que oui, c'est pas un conflit religieux en plus. Donc totalement. Oui, moi c'est ça que je trouvais problématique. C'est qu'en plus, du coup, ça nourrit un peu l'argument israélien de dire que c'est un conflit religieux, ce qui n'est pas le cas. Ouais, c'est un conflit colonial. Mais totalement. C'est même c'est totalement rien à voir. Moi, je parlais vraiment un peu des conséquences de ce qui se passe là-bas, que des gens qui viennent en France et qui mélangent tout et qui commencent à du coup, l'antisémitisme, ça existe, l'islamophobie, ça existe, c'est un truc. Il faut en parler et justement, être antisémite aujourd'hui en France, c'est desservir. C'est une dinguerie, déjà. C'est une dinguerie, mais surtout, genre, ne viens pas après défendre la Palestine si t'es antisémite, parce que tu nous desserres. Là, tu desserres aux gens qui sont là-bas. T'es en train de décrédibiliser un combat, t'es en train de décrédibiliser une parole, et juste ferme ta gueule. Genre, t'es pas avec nous et mets-toi sur le côté. Tu peux pas débattre sur un sujet géopolitique aussi important. C'est le sujet le plus important Franchement, je pense que c'est la crise géopolitique, une des plus grandes qui existe. En fait, elle cristallise tellement même d'autres luttes, tu vois. Quand on dit de toute façon la preuve par la Palestine, c'est vraiment ça. C'est que même les luttes anticoloniales et tout, la preuve par la Palestine, tout est cristallisé autour de cette lutte, tu vois. Et c'est vrai que, en fait, de mélanger les deux, frère, ça montre juste que tu sais pas de quoi tu parles. Genre, vas-y, tu vois, ça va. Et je trouve que c'est des gens qui desservent la cause. Le fait de parler d'un sujet que tu maîtrises pas, et je trouve dans tous même des fois sur la question du racisme en France, sur plein de questions, tu vois. Quand tu maîtrises pas un sujet, aujourd'hui on a ouvert la parole à tout le monde grâce au réseau, tout le monde peut donner son avis sur tout, mais des fois quand tu maîtrises pas un sujet, c'est bien d'avoir la sagesse de se dire je m'abstiens, juste je donne de la force à ceux qui en parlent, de fou. Mais moi je vais pas en parler. Je pense qu'on a un rôle à jouer, nous qui avons cette un peu double identité, parce que pour le coup, j'imagine qu'en Algérie c'est aussi le cas, on est biberonné à la cause palestinienne très jeune. Moi ma mère elle m'en a parlé très très jeune, etc. Et elle m'a un peu formé, on va dire politiquement là-dessus, où nous, on a peut-être que pour beaucoup de Français, ils ont découvert ça récemment. Bien sûr. Et c'est OK. Mais dans le sens où c'est OK parce que justement, c'est pas le même code, c'est pas la même histoire. L'Algérie, elle est hyper proche de la Palestine. On a grandi avec ça, même quand t'écoutes du rap. Jeteur de pierre, c'est un son qui date d'il y a 20 ans. Tu vois, on n'a pas découvert la Palestine hier. Mais comme c'est OK aussi de découvrir ce conflit quand t'es dans des cercles qui sont hyper éloignés, tu vois. Totalement. Dis-toi juste que c'est même pas dans le tronc commun. Peut-être ça a changé depuis, mais c'était pas dans le tronc commun des cours d'histoire géo. Ça veut dire que c'est un truc que t'apprenais dans l'option histoire. Le tronc commun, ça m'a. Tu m'as rappelé des petites CSD de fou. Je vous ai ramené dans la réalité, les gars. Non, mais c'est dire que c'est un truc qui est même dans l'option histoire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu apprends naturellement à l'école. C'est un truc que tu dois apprendre en t'informant par toi-même. Donc forcément, tu as des gens qui sont pas éduqués là-dessus, qui sont pas concernés par ce qui se passe là-bas.
Mais c'est important, du coup, d'en parler quand toi, tu as une petite connaissance dessus, de mettre de la lumière dessus. En parlant d'Algérie, récemment, tu as fait un concert en Algérie, du coup. C'était ton premier ? C'était mon premier concert en Algérie, ouais. Si je dis pas de bêtises, Tiff a fait récemment un concert en Algérie. Je crois que oui, ouais. Et est-ce qu'il y a une volonté en ce moment, j'ai l'impression dans le rap français, d'aller aussi parler aux auditeurs du Maghreb ? Je sais que c'est plus compliqué déjà de faire de la musique en Algérie, parce qu'au niveau de la rémunération, de tout ça et tout, c'est pas du tout les mêmes codes, parce que l'Algérie c'est quand même un pays musulman. Bon, bref, on va pas refaire toute l'histoire, quoi. Mais je sais qu'il y a plein d'artistes en effet qui ont cette volonté et que ça s'ouvre de plus en plus. Donc là, je pense que pour le coup, tu seras plus à même à répondre à ça, mais je pense qu'il y a un truc de vouloir, encore une fois, étendre sa musique aussi aux nôtres, tu vois, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, et de faire entendre sa voix. Et juste tu sais, je me dis, ça doit être galvanisant de faire un concert là où tu passais toutes tes vacances, tu vois, genre, et tu te dis, hey. Totalement. Et même, même si je veux passer que mes vacances là-bas, pour moi, c'est aussi mon pays. C'est-à-dire que c'est comme faire un concert en France, c'est logique, et faire un concert en Algérie, je trouve ça logique aussi. Mais j'avais ce petit syndrome du mec qui savait pas s'il allait être accepté là-bas, s'il y avait vraiment des gens qui allaient venir au concert. Enfin, je sais pas, c'est un truc que tu sais pas, et dans tes trucs de construction, est-ce que je suis légitime, est-ce que les gens là-bas vont m'accepter alors que je parle d'un truc de double identité, et peut-être est-ce que je les ai pas mis trop de côté, enfin tu vois, je sais pas. Et du coup j'avais un petit peu peur, surtout qu'on l'a annoncé genre 4 jours avant de faire une semaine avant de faire le concert, on l'a annoncé parce qu'il y avait des problèmes d'organisation et tout. Donc ça a été un petit peu une peur, et au final le concert il était plein en 3 jours, et les gens ils étaient en pétard là-bas, et j'ai fait voilà les gens, enfin j'ai rencontré plein de gens là-bas, et ça m'a... Je pense qu'il y a une forte demande aussi, parce que justement, il y a très peu de concerts, de ce genre d'événements et tout. Il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même très rare. Et du coup, je pense que nous, en fait, dans notre double identité en tant que Français, on va avoir ce truc de, en fait, là-bas, genre frère, ils s'en foutent de nous, tu vois. Sauf que, en fait, il n'y a pas ce truc de représentation chez eux aussi, tu vois. On a plein d'artistes et tout, mais de se dire, attends, là, on a un des nôtres, il a percé, frère. Ça tue sa mère. Fierté de voir des artistes d'origine algérienne ou franco-algérien qui percent. C'est comme pour les artistes tunisiens qui ont percé à l'étranger, quand ils reviennent en Tunisie, ils font carton, quoi. Mais t'as toujours un peu cette peur-là. Vu que c'était le premier, moi j'avais un petit peu j'avais peur, mais au final, c'est un des meilleurs accueils que j'ai reçus sur toute la tournée. J'ai parlé à plein de gens après le concert et tout, parce que moi j'aime bien rester après les concerts, prendre un peu les gens, les témoignages même juste en termes de reconnaissance, genre c'est une dinguerie. Les gens sont déplacés, sont venus. C'est fou, en vrai je trouve ça fou de se dire ça en tant qu'artiste. Ouais, c'est une folie. Genre, je pense que ça doit être un truc, c'est une consécration, parce que même si tu fais une petite salle ou quoi, tu dis il y a des gens, ça, ils ont payé une place. Ils sont déplacés et tout pour te voir toi en tant que ça tue. Et c'est pas la même réalité économique chez là-bas que les concerts, c'est pas quelque chose que tu fais facilement. Par contre, on avait essayé de faire les places les moins chères possibles, donc en vrai elles étaient pas très chères, mais quand même, tu vois, pour beaucoup de gens, c'est un prix, c'est un sacrifice de venir. Des fois, tu as des familles, donc tu fais ça x5. Tu vois, donc juste ça, c'est... c'est la sortie... c'est la sortie du mois ou des 6 mois. Enfin, je sais pas, ça dépend vraiment des réalités de chacun. Donc moi, j'étais hyper reconnaissant de cette date-là, et ça m'a vraiment chamboulé, et ça a permis un peu de mettre la dernière couche de « Vas-y, c'est bon, je suis chez moi là, je suis chez moi ici. » Enfin, tous les gens que j'ai croisés, ils m'ont juste dit hey, « T'es chez toi ici, personne ne va te faire quoi. » Ça t'a permis d'avoir un peu la validation des tiens, tu vois. Ça. Le fait que ce soit eux c'est parce que c'est que à eux en fait de me dire si je suis chez moi ou pas. Oui, bien sûr. C'est pas un mec qui a grandi comme moi en France, qui a exactement le même parcours que moi, qui va me dire non, toi t'es pas algérien, tu vois. Bien comme sûr. ton poteau, c'est moi qui dis t'es pas à ce stade-là. En fait, moi j'ai la validation là-bas, tu vois. Et du coup, le fait qu'eux me le disent, je sais pas, ça m'a beaucoup touché. C'est une date qui est vraiment restée gravée dans ma mémoire, et je suis archi reconnaissant. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est y retourner. Ouais, là, j'ai fait Alger, j'ai fait Annaba, mais j'ai des gens à Oran aussi que j'aimerais bien aller voir, tu vois. Et Tunis aussi, ou quoi. Et Tunisie, Maroc, c'est pareil, j'aimerais trop y aller. Et je reçois beaucoup de messages. En fait, c'est des gens même qui donnent beaucoup d'amour sur Internet. Ouais. C'est des communautés qui sont très actives sur les réseaux. Sur TikTok, ils adorent TikTok. Ils sont pétards sur TikTok. Et c'est leur nouveau YouTube, tu vois. Avant, c'était la communauté algérienne, même je pense maghrébine. Sur YouTube, c'était tu pétais un câble, genre vraiment tu voyais des chanteurs tunisiens, des chanteurs algériens, ils faisaient des scores que Taylor Swift elle faisait pas. Et frère, on est trop des forceurs. Tu vois, c'est pour ça en fait. Mais je suis désolée, mais je nous aime trop. On est tellement des forceurs, ça tue sa mère. Ça c'est triste parce que c'est aussi une réalité économique. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas de plateformes de stream qui sont très développées, il y en a, mais c'est juste que les gens ils vont pas mettre un billet pour aller avoir Spotify alors qu'ils ont Amerigo, ils ont YouTube, tu vois. Donc tout le monde va consommer sur YouTube ou sur TikTok. Mais c'est pour ça que l'émergence de TikTok c'est grave intéressant.
intéressant d'un point de vue artistique parce que tu as énormément d'artistes et je pense à toi pour le coup qui a eu beaucoup de visibilité, notamment grâce à ce réseau-là, tu vois, avec les sons qui deviennent hyper une trend, machin et tout, que ce soit avec Tiamo, que ce soit avec Brouillon et tout. Et c'est trop bien parce qu'en fait, il y a le monde entier qui... Bon, presque le monde entier, parce que voilà, je sais qu'il y a des pays où t'as pas TikTok, c'est interdit et tout, mais t'as quasiment le monde entier qui a accès à cette plateforme et du coup qui a accès à la musique, à la culture et tout, dans une société où la culture est de plus en plus chère, bah au moins ça c'est gratos, tu vois. De fou. Et c'est toi-même en tant qu'artiste, c'est trop bien, c'est-à-dire que tu peux proposer ta musique à tout le monde sans avoir besoin de grands moyens. C'est pour ça que moi j'étais attiré par TikTok de base. Sur TikTok, t'as besoin d'un téléphone et tout ce que je fais dans mon studio, tout, je peux le présenter sur TikTok et je dépends de rien, je dépends pas d'une radio, je dépends pas d'un clip à 30 000 €, tu vois, c'est juste moi, mon téléphone, ma musique et ça va où ça doit aller. Je voudrais un peu poser la question, parce qu'on a beaucoup parlé de la double identité, du racisme, d'avoir ton avis sur, dans l'industrie, dans la musique, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as des choses qui t'ont surpris, choqué? Moi, je suis encore au stade où j'ai l'impression de maîtriser un peu ce qu'il y a autour de moi. Je fais pas encore, tu vois, j'ai pas fait de télé, j'ai pas fait de grande radio, enfin, j'ai pas fait de... T'as fait frustration quand même. Enfin, frustration. C'est quand même pas mal. Oui, mais justement, tu changes de dimension après. Là, on est bien reçu, justement, ma frustration. Et j'ai pas encore fait face aux institutions qui sont peut-être un peu plus anciennes et qui pourraient, elles, me montrer un peu plus la difficulté d'arriver. Est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Parce que tu as des artistes qui refusent complètement d'aller dans des médias mainstream comme d'autres. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein, non, moi j'ai ma réponse. Moi, en vrai, je serais chaud de le faire justement parce que j'ai dit, moi je suis tout le temps dans mon truc de... Je veux aussi convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Bien sûr. Okay. Et du coup, je me dis que si je dois aller les voir, j'irai les voir. Et ça va en tout cas, moi je défendrai ma musique comme je défends... Enfin, c'est un peu mon bébé, c'est mon truc. Ça veut dire que j'irai le défendre même face aux gens qui sont pas corda. Ça me dérange pas. Si ça me dérange pas d'aller me prendre des trucs sur Twitter, ça me dérange pas de m'en prendre aussi sur TF1 ou sur peu importe où, tu vois. Ça veut dire que s'il faut y aller pour présenter ma musique, si c'est le prix à payer, tu vois, en vrai ça m'angoisse un peu, je vais pas te mentir. Parce que c'est pas un truc où genre, tu vois, dans ma réponse de mec qui veut pas sortir de sa zone de confort te dira non, je suis très bien sur Twitch, je suis très bien sur TikTok et tout, mais en vrai je pense que c'est important de présenter sa musique à tout le monde. Faut pas choisir, j'ai pas envie de choisir à qui je montre ma musique. Okay. Genre, j'ai pas envie de donner ma musique que à ceux que j'estime qu'ils la méritent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ça se trouve que ça va faire écho chez d'autres gens. Surtout sur Twitch, il y a quand même un truc de, tu sais, t'es dans ta bulle. Ouais. Genre, tu prends très peu de messages. Je sais pas comment toi ça fonctionne sur ton stream et tout, mais moi je sais que je prends très peu de messages haineux parce qu'en fait c'est ta communauté. C'est pas comme Twitter où tu peux avoir des retweets, des machins. C'est frère, une fois que t'es là, t'es posé. Là où aller sur un grand média, forcément, t'es ouvert au monde et le monde il est plein de. Ouais, il est plein de méchants. Ouais, méchants. Le monde il est chaud. Mais moi j'ai fait plein de médias de gauche et quand t'arrives dans. Chiant. Ouais. Tu veux vraiment qu'on parle d'émission? Désolé. Non, mais tous les médias de gauche ne sont pas chiants, oui, je sais, même si beaucoup le sont. Mais plein de médias de gauche où t'es un peu à l'aise. Ouais. T'es un peu en mode. Déjà, t'entres dans la rédac, il y a des fois, il y a quelques rebeux. Tu vois, des fois, c'est rare, mais il y en a. Okay. Par contre, j'ai fait une fois BFM, j'ai jamais publié ce truc. Vraiment. Ah ouais? J'ai fait une fois BFM. Et Après, je pense qu'il y a une différence entre faire un grand média et faire BFM TV aussi. Tu... Ah non, mais vraiment, j'ai CNews aussi. Non, quand j'ai fait CNews, ça s'est bien passé. Non, c'est très gentil. J'ai fait BFM, mais vraiment, j'arrive et je suis le seul, mais vraiment le seul, mais le seul qui a un bout de barbe, un bout de pigmentation. En fait, je pense que, ouais, parce que pour moi, t'as grave, tu vois, genre BFM et tout, là, tu vas carrément en territoire ennemi. Ouais, genre, tu vois ce que je veux dire, alors que je pense, bon, alors là, c'est complètement éloigné du milieu du rap, de la musique et tout, enfin, mais je pense à Drag Race, tu vois. Drag Race, c'est sur France 2. Et tu vois, ça appartient à France TV, machin, nanana, ça a été racheté par des trucs de on s'en fout, tu vois. Genre, en vrai, de faire cette émission, le nombre de drag queens qui ont fait cette émission, ça leur a apporté une visibilité, ça permet à des gens qui connaissent pas ce milieu de le découvrir, et je trouve que c'est trop une bonne chose. Donc, tu vois, je pense qu'il y a une nuance entre aller chez le BFM. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, c'est moi, des fois, si je sais pas si je serais prêt, moi, à le faire, mais je respecte aussi les gens qui vont des fois sur CNews et qui vont à leur tête et qui vont débattre et qui vont leur apporter aussi une contre-parole, parce que c'est des gens-là, sinon ils sont que entre eux. Ils font que nourrir leurs propres idées ensemble. Mais oui, t'as raison. Mais oui, c'est vrai que t'as raison, tu vois. Au final, il faut aussi avoir des courageux. Bien sûr, mais ça me fait penser au truc de Louis Boyard qui était allé chez Hanouna, tu sais, chez TPMP. Et en fait, il s'était pris une grosse shitstorm en mode mais pourquoi il y va et tout. Je me dis, mais en fait, c'est l'émission qui est la plus regardée. Genre, à la base, ça parlait de télé-réalité. Les gens, ils regardaient ça comme ça. Au fur et à mesure, c'est devenu une émission tard l'extrême droite. En fait, c'est bien qu'à ces heures de grande écoute, il y ait des gens qui soient courageux et qui disent, bah frérot, et surtout dégage, tu vois. On n'est pas représenté, quoi. Tu vois, genre le côté
on peut parler de la double identité beaucoup dans ce programme, mais programme, j'ai dit. Programme. Non, mais Vraiment, comme la t'as télé, 70 quoi. ans, c'est bien. Mais quand tu vas là-bas, c'est là où tu ressens que en fait, on est très loin des lieux de pouvoir, quoi. Genre vraiment, sur Twitch, dans le rap, on se sent un peu représenté, mais tu vas dans des grands médias. C'est terrible. Mais même sans parler de grands médias, mais grandes institutions, hein, moi j'ai toujours été grave acceptée dans tous les milieux que j'ai pu côtoyer. Et là, j'avais été invitée à Avignon pour un truc un peu de créateur de contenu et tout. Frérot, j'étais là en mode waouh. Genre, je me suis vraiment pris le racisme en pleine tête, alors que tu vois, ça m'était pas arrivé depuis que j'étais sur Internet. Et je me suis dit, en fait, au-delà même des trucs, tu vois, genre des grands médias et tout, même dans les institutions, machin, on n'est pas du tout représenté. Et après, je me dis, à nous de rentrer, tu vois, par la porte de la force. Medine, il a dit ça, et je trouve que c'est important. Si on me laisse pas la place, je vais me la faire tout seul. Totalement. Et ça va prendre le temps, tu vois, qu'il faudra. Mais au final, ça va finir par se normaliser. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, en vrai, pour revenir sur la question de est-ce que j'irai, tu vois, moi, je pense qu'il y a des strates où je suis chaud d'y aller. Après, vraiment, quand c'est des ennemis sont là vraiment pour te tirer dessus, vraiment, t'es genre juste parce que ce que t'es, dire ils ont même pas écouté ton discours, ni qui t'es, ni ce que tu, juste parce que tu représentes de base, ils vont pas t'aimer. Bien sûr. Ça c'est bizarre. Je sais, j'aurais peut-être un peu plus de mal. Mais quand après ces trucs grand public, au final la plupart des gens qui prennent des trucs sur la télé, c'est pas des méchants, tu vois, c'est pas des. Même t'as plein de gens, je pense, qui votent mal. La plupart des gens, quand tu leur apprends c'est quoi une culture, tu leur montres c'est quoi et tu les familiarises avec, au final ils vont. Tu vois, j'ai l'impression même quand tu regardes à Paris. C'est là où le RN est le moins représenté, parce que c'est là où on se côtoie. C'est là où tu vois, tu peux connaître, tout le monde connaît un Malien, tout le monde connaît un Sénégalais, tout le monde connaît un Algérien, tout le monde connaît. On a même des quartiers à nous, tu sais. En vrai. Et ça tue, tu vois. Non, mais en vrai, tu prends Barbette, ça c'est grave gentrifié, mais en vrai, ça tue sa mère, tu vois. Moi, je sais que j'y suis retournée il y a pas longtemps, et en fait, c'est là où je suis née, tu vois. Et genre, j'avais grave ce truc de waouh. En fait, genre, j'ai retrouvé mon quartier avec mes yeux d'adulte, et j'étais trop heureuse de voir que, en fait, la diversité existe. D'ailleurs, si vous voulez lire quelque chose qui va parler beaucoup de gentrification et de quartier, c'est le numéro annuel de Frustration. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, je vais le dire, qui sortira en janvier. Trop bien. Ok. Trop chouette. On va lire. Je voulais finir sur un sujet qui est un peu difficile à répondre. J'ai pas la réponse. Hein. Okay. Est-ce que vous pensez qu'on vit moins de racisme lié à cette double identité qu'on a, etc., qu'on change de classe sociale, quand on passe à un autre niveau? Pour moi, ta classe, elle effacera jamais ta race. Tu prends des mecs comme Omar Sy, quand il a fait Tirailleurs, on l'a direct ramené à son origine, tu vois. Donc, tu prends Benzema, frérot, on l'a accusé d'être un frère musulman. Enfin, excusez-moi, désolé, mais fou rire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hilarant quand même. Mais je pense qu'en vrai, ton identité et tes origines, ta religion aussi, elles vont toujours prôner sur ta classe sociale, tu vois. Genre, tu vas éviter certains problèmes parce que l'argent peut résoudre certains problèmes. Mais en vrai, tu prends même des gros racelards comme Jean Messia. Frère, ça s'est retourné contre lui à un nombre incalculable de fois, tu vois. Il est contre aussi. Ouais, de fou. C'est comme... bon, parce qu'elle était... Enfin, je vais pas faire comparaison avec Jean Messia, mais Zineb El Razaoui, qui, dès qu'elle a pris position sur la Palestine, elle a Après, moi, je trouvais que c'était grave cool, parce que ça montre aussi que les gens peuvent changer. Moi, j'ai grave du mal avec le discours de « on est comme ça, on reste comme ça ». Quelqu'un qui a eu des mauvaises pensées, qui a eu des préjugés et tout, heureusement, et alhamdoulilah, que cette personne, elle peut évoluer. Et si en plus, elle se prend des rafales de la part des gens avec qui elle était, frérot, t'as vu, moi je t'accueille, il n'y a pas de souci, on n'est pas revanchard. C'est tout le débat à gauche qui, moi, me dérangeait un peu. C'est, tu sais, des fois, il y a des mouvements de contestation, on ne veut pas en faire partie parce qu'on a peur qu'il y ait des racistes dedans. Tu sais, les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup ce débat. Là, le 10 septembre, il y a eu beaucoup ce débat. Je savais même pas ça. C'est vrai? Non, en vrai, moi, je me pose pas ce genre de questions, en fait. Non plus, parce que je me dis, en fait, peut-être que c'est un peu niais et candide de ma part de penser ça, mais j'ai beaucoup plus de points communs avec une personne qui va vivre les mêmes galères financières et tout, plutôt que de trucs qui vont nous distancier. Et les trucs qui vont nous distancier, c'est parce qu'il me connaît pas. Moi, quelqu'un qui va avoir peur du voile, en vrai... Ça, t'as vu, quand tu regardes BFM à longueur de journée, je peux comprendre, tu vois. Genre, viens, on discute, on parle, il n'y a pas de souci, tu vas voir, je suis meuf chill. Mais je suis archi d'accord avec ça. Moi, justement, c'est dans le prochain son qui sort. Enfin, je sais pas si c'est le prochain qui sort. Bref, il y a R. C'est juste.
Ça va, Dalil. Justement, l'entrée du son, c'est genre, j'ai vu la télé, même moi, j'ai eu peur de mon père, tu vois, quand il est rentré du bled. C'est-à-dire qu'il y a un truc en mode, je peux capter ce climat d'insécurité et de fait d'avoir peur des rebeux et tout, parce que c'est un truc qui est matraqué toute la journée sur la télé. Je pense vraiment le grand problème, c'est comment les médias traitent de ce sujet-là. Genre vraiment, j'ai pas allumé une fois la télé, j'ai pas vu que ça parle des musulmans, les femmes voilées. Je vais grave ficher à mon père. Moi, quand j'étais en Tunisie, quand mon père s'est à manger, et il avait les vieux décodeurs là, où il y a que quelques chaînes qui sont gratuites. Du coup, il mettait souvent CNews. Et sur CNews, avant que j'arrive en France, j'étais convaincu qu'il y avait grave des avantages pour les étrangers. Genre, je me suis dit, je vais arriver, ça va être grave bien. Genre, vraiment, je me suis dit, il y a plein d'aides, ça va être super, je vais pas galérer du tout. Je suis mort. Vraiment, je me suis dit. Mais après, je trouve ça super drôle que la propagande CNews, elle te fasse passer pour un mec, genre, moi, tu vas grave kiffer. T'as hâte de venir. Moi, vraiment, je suis parti en France où je me suis dit, les étudiants étrangers, on est bien. On va arriver, on va être. De médaille, il a premier rendez-vous en préfecture, vraiment, le premier, je capte que j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, j'ai le droit à rien, tu vois. Et vraiment, genre, tu casques des centaines et des centaines d'euros. Je suis désolée, mais je trouve ça super drôle. Il y a des gens de la rédac de CNews qui t'entendent dire ça, ils disent, mais les gars, on a totalement raté. On a tout raté. On est censé leur donner pas envie de venir. Non, on veut pas qu'ils soient là. Au final, tu dis, les gars, moi, je pense que frère, ça, c'est la meilleure méta. C'est la meilleure méta. Merci CNews. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie. Mais je pense que tu parles avec des gens, chaque fois que je reviens, ils disent faut trop qu'on vienne en France et tout. Il y a grave des aides, je sais pas quoi, pour les étrangers. Et moi, je sais pas dans quelle position je me mets. Est-ce que je les démoralise direct? Non, dis rien. Après, les gars, de fou. Après, il arrive, on dit là, tu vois, c'est le vrai grand remplacement. Let's go. Je pense qu'on peut pas finir mieux cette émission qu'avec cette fin de Rafi. Merci beaucoup, Daniel. Et on rappelle que l'album Zmic sort en janvier aussi. C'est ça. En même temps que le nouveau numéro de Frustration. C'est combien la Frustration? Ouais, grave, je sais pas du tout. Mais Léa va me dire tout de suite. Le 4 février. Pas du tout en janvier, du coup. Pas du tout, voilà. Et le nouvel album Zmic, il sort. Le 16 janvier. En attendant, vous pouvez prendre vos places pour les concerts de Daniel. Et franchement, ça vaut le coup. Franchement, incroyable. Il y a des you-you, il y a une ambiance de fou. Il y a des drapeaux partout. C'est trop la bien. propagande. Et des drapeaux de partout, hein, croyez pas et tout. Ouais, on va encore avoir le débat de il n'y a pas de drapeau français. Et il y en a. C'est vrai. C'est moi qui l'ai ramené. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup du coup d'avoir suivi cette première émission. On va essayer de se retrouver tous les mois pour un sujet politique qu'on traitera de cette manière à travers le rap avec des invités d'exception comme aujourd'hui avec Drapi et Daniel. N'hésitez pas à soutenir Frustration qui du coup produit cette émission et qui a une campagne de dons pour pouvoir financer le magazine écrit, ce genre de format. Lâchez les subs, lâchez les subs. Non, c'est pas sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Twitch de Drapi, à aller précommander l'album de Daniel et prendre vos places pour les concerts. Et voilà, ce sera tout pour nous. On se retrouve dans un mois. Ciao, ciao. Elle me manque, la voix du marchand qui réveille toute la rue. Les coupures de